On va vous présenter maintenant une petite enquête qu'on a fait pour les différents départements de Bretagne. C'était une enquête pour d'abord pour mettre du fond, pour amener le débat, hein, pour pouvoir discuter. Gwénoline, je vais te demander de la présenter. Et puis après, on va pouvoir discuter entre nous et je vais vous demander une réaction par rapport à cette enquête. Alors oui, en effet, on a diffusé une enquête sur le mois d'avril auprès des associations en Bretagne, dans l'idée parce que c'est assez nouveau pour nous d'organiser des débats dans le cadre des élections départementales. On a l'habitude de le faire à l'échelle régionale en tant que représentant de la vie associative à l'échelle régionale, mais c'est assez nouveau pour nous à l'échelle départementale, mais on trouvait ça important de recueillir les attentes des associations vis-à-vis de leur conseil départemental. Ah, je n'arrive pas à passer la diapositive suivante, excusez-moi. J'ai un bug. Excusez-moi, je le refais du coup. Hein. Hop. Bon, je sais pourquoi. Est-ce que vous voyez là? C'est bon? Ok. Oui. Voilà, pour avoir un aperçu des associations qui ont répondu, et c'est estimé là sur les derniers chiffres de fin 2020 entre 13 et 14 000 associations dans les Côtes-d'Armor. Et là, sur les associations qui ont répondu, on a 28% d'associations culturelles, ce qui est un peu plus que la réalité des associations culturelles en Côtes-d'Armor. On a aussi 17% d'actions caritatives et sociales, qui est un peu plus aussi que de la réalité en Côtes-d'Armor, mais ce qui s'explique par le fait que ce soit une compétence du conseil départemental. On estime à peu près plus de 20% dans les Côtes-d'Armor les associations sportives, mais là, elles sont que 10% à avoir répondu. Donc voilà, c'est pour que vous ayez un peu un panorama des associations qui ont répondu, des associations qui ont répondu à cette enquête. Alors, on a posé quelques questions simples. Hein. Le questionnaire était accessible à partir de notre site sur est-ce que les associations étaient satisfaites de la relation actuelle avec le conseil départemental, et à 72%, les associations ont répondu oui, contre 64% à l'échelle de la Bretagne, et donc inversement 28% non. Et on a également tenu à savoir quelle était la nature des relations entre les associations et le conseil départemental. Donc forcément, les associations qui ont répondu sont souvent celles qui ont déjà une relation. Hein. Donc 83% d'entre elles ont une relation de nature financière, 28% une relation technique, 52% une relation politique, dans le sens où il y a un partenariat d'action, une co-construction des politiques, et 10% n'avaient aucune relation. Là, c'est aussi, peut-être par rapport à la cible, une question en plus pour celles, en tous les cas, qui avaient une relation financière. On a posé la question, est-ce que les associations disposaient d'une convention pluriannuelle d'objectifs? Et 37% des associations 25%, excusez-moi, des associations ont une convention pluriannuelle d'objectifs en Côtes-d'Armor, contre 37% en Bretagne. Donc du coup 75% de ceux qui ont une relation financière avec le département n'en ont pas. Et dernière question, sur cette enquête était donc quelles sont les attentes des associations vis-à-vis du conseil départemental. Et à la différence là des autres départements, la première attente en Côtes-d'Armor est vraiment à 83% des associations d'avoir du dialogue et des rencontres, là où dans les autres départements, la première attente était plutôt sur le soutien financier. Là, il y a une véritable attente, même s'il y a une deuxième attente sur le soutien financier qui est fort, mais il y a une attente en tous les cas plus importante en Côtes-d'Armor que dans le reste de la Bretagne sur le dialogue et les rencontres. Donc, on va pouvoir peut-être creuser ça dans les questions-réponses qui vont suivre. Quel type de dialogue pourrait être imaginé à la suite.
Une attente également, peut-être plus forte en Côte-d'Armor que dans le reste de la Bretagne, et en lien avec la co-construction de politiques publiques. Donc voilà, sur les sujets qui relèvent des compétences du département. Il y a également une attente là également plus forte en Côte-d'Armor que sur le reste de la Bretagne, sur une meilleure visibilité des actions associatives qui sont portées, et des attentes également sur l'organisation de rencontres interassociatives dans l'idée de faire du lien entre associations, qu'on peut également mettre en lien avec les participations à des démarches qui sont également des possibilités en fait pour les associations de se rencontrer, de faire du lien entre elles, de construire de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, et aussi d'être dans une relation d'entraide, ce qui est assez important vis-à-vis notamment de l'année qu'on vient de passer. Et il y avait également des attentes, alors là, peut-être moins que sur le reste de la Bretagne, d'attentes de dispositifs de renforcement de la vie associative, des formations, des conseils, il y a des dispositifs fonctionnels au niveau des Côtes-d'Armor, on pourra également en échanger. Et il n'y avait pas d'autres attentes, justement, par rapport à nos propositions voilà, sur les associations qui ont répondu. Donc voilà pour le petit aperçu des attentes des associations vis-à-vis du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Je vous remercie. Voilà, on peut commencer à discuter, si vous voulez bien. Juste peut-être rappeler, mais je pense que vous êtes bien au courant, et sans doute peut-être mieux que moi, sur les compétences des départements, hein, et le lien du coup avec le monde associatif. D'abord, l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, de l'enfant, de la famille, des personnes en difficulté. On sait combien il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce domaine. Des collèges, bon là il y a moins d'associations je pense, la voirie, là aussi, la culture, là aussi il y a un nombre d'associations, les équipements en zone rurale et la protection de l'environnement et des patrimoines naturels, là aussi il y a un nombre d'associations dans ce domaine. Alors, est-ce que vous avez des réactions par rapport à cette petite enquête qu'on a effectuée pour donner matière au débat? Alors je vous laisse la parole, elle est libre, et puis après chacun peut intervenir, il suffit juste de lever la main avec le petit, c'est plus simple pour moi pour organiser, la petite main en bas à droite, là, pour faire ça. Et puis, je distribuerai la parole comme ça, si vous voulez bien. Autrement, ce n'est pas facile de repérer qui souhaite parler. D'accord? Et puis, on donnera la parole de manière équitable à chacun, chaque personne qui souhaite s'exprimer. Attendez, il faut que je retire la main déjà pour commencer. Voilà. Alors, quelqu'un veut s'exprimer par rapport à cette petite enquête auprès des associations des Côtes-d'Armor? Pas de réaction? Je veux bien, si vous voulez, hein, faut bien commencer. C'est pas qui parle. Raphaël Léoté. Vous ne me voyez pas, vous? Ah oui, vous je vous laisse. voyez ou pas? Oui, je vous vois. Et après, je laisserai la parole à M. Exprimer. Je vous laisse la parole, monsieur Deléméoté. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Donc, nous ne sommes pas présents au conseil départemental pour le moment. Nous le serons certainement à l'avenir. Et donc, s'il y a quelque chose que l'on peut dire de manière un peu générale, cette enquête est extrêmement intéressante. Bon, il n'y a que 28%, c'est toujours trop, 28% d'associations qui ne répondent, qui se considèrent comme, qui considèrent que la relation département-association n'est pas satisfaisante, si j'ai bien compris. 62% pour, 28% contre. Bon. Et puis, ce chiffre interpelle quand même, c'est vrai. En dehors des grands principes que vous avez évoqués, l'enquête montre aussi qu'il y a une demande de co-construction, des participations plus fortes à la co-construction de politiques publiques, une demande plus forte à une meilleure visibilité pour l'avenir. Donc, je pense que là, on est plutôt dans la recherche peut-être d'une contractualisation pluriannuelle pour donner de la visibilité financière et peut-être aussi en termes d'objectifs. Et puis, une demande peut-être aussi de relations inter-associations plus fortes. Alors là, je ne sais pas si le conseil départemental a une force, un rôle important. En tout cas, il peut peut-être effectivement avoir un forum, organiser un forum en tout cas sur interassociatif pour voir quelle est
le rôle des associations et quel est le rapport à la vie départementale sur les différents territoires. C'est vrai que le monde associatif, c'est je parle en mon nom et en nom de ce que de ce que je représente aussi, hein, de la sensibilité que je représente. C'est un partenaire majeur, mais pas que un partenaire majeur, c'est aussi un acteur majeur de la vie démocratique, notamment les petites associations qui sont souvent un peu délaissées, qui ont des problèmes de moyens, qui ne fonctionnent que sur le bénévolat. Et ça, c'est très, très compliqué, enfin, c'est très, très important. Et elles sont dans une situation complexe. Et il y a aussi manifestement un désintérêt pour le monde associatif. Alors, pas le monde associatif organisé tel que vous l'êtes, hein, mais pour la création de petites associations. Or, la vitalité d'une démocratie, ça repose aussi sur la puissance du monde associatif, qui est à la fois un contre-pouvoir et aussi un système d'alerte. Hein, c'est extrêmement favorable. Donc, le conseil départemental peut aussi avoir un rôle pour encourager cela. Alors, s'agissant des associations un peu plus j'allais dire, acteurs ou opérateurs pour le compte du département, dans les domaines que vous avez indiqués, dans les domaines de compétences du département, c'est clair que la relation est une relation obligatoire. Et si c'est une relation obligatoire… Monsieur Théoté, juste trop long. Juste, oui, vous êtes un peu long. Comme il faut laisser de la place à chacun, je me permets d'intervenir. Mais en tout cas, bon, je remercie pour votre intervention. Je vais être bref. Moi, je suis favorable, en 3 points, 2-3 points. Je suis favorable à un point. Un point. Voilà, une contractualisation, sur la base d'objectifs. Voilà. Mais je ne suis pas non plus opposé à l'appel d'offres, parce que parfois, d'ailleurs, c'est parfois le Code des marchés publics qui l'impose, les enjeux financiers sont parfois tellement importants qu'un appel d'offres s'impose, d'ailleurs sur le plan légal, et c'est une garantie pour tout le monde. Mais à partir du moment où le cahier des charges est parfaitement clair, je veux dire que la mise en œuvre ensuite, le dialogue doit être quelque chose de fort. Je parle bien des gros dossiers. Des fois, il y a des sommes qui sont considérables, plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà. Merci, monsieur. À tout à l'heure. Je continuerai tout à l'heure. Je vous remercie, monsieur. J'ai bien noté. Très bien, parfait. Tout à l'heure, d'ailleurs, on va donner quelques éléments. J'ai encore un petit diaporama où on va donner effectivement les CPO, etc. On va l'expliquer un peu plus. Avant madame Le Foll, je crois qu'il y a monsieur Le Floch qui avait demandé la parole. Je vous laisse la parole, monsieur Le Floch. Je ne vous vois pas entièrement là, mais je vous laisse la parole. Ah, avec votre micro, c'est mieux, monsieur. C'est plus facile. S'il vous plaît. Voilà. Ouais, je voulais intervenir. On a vu sur les schémas là tout à l'heure qu'il fallait que les aides s'étaient données à ceux qui ont des conventions pluriannuelles. Le problème est que dans certains secteurs, comme le système sportif, les aides ne vont qu'aux associations qui ont des salariés. Donc, c'est-à-dire que les autres, même s'ils font le même boulot avec uniquement des bénévoles, sont un peu défavorisés. Et c'est une chose, bon, je sais que c'est dur, c'est pas facile de pouvoir faire de pouvoir savoir ce que font exactement les associations sportives ou culturelles, parce qu'elles aussi sont un peu souvent en difficulté. Et voilà, c'est justement à ce moment-là de faire, comme disait mon prédécesseur, c'est de faire des réunions toutes associations confondues, de façon à pouvoir mettre au point certaines règles. Voilà, c'est tout. Très bien. Merci, monsieur Le Floch. Donc, vous n'êtes pas candidat, mais vous intervenez pour effectivement expliquer sur les petites associations qui n'ont pas de salariés, comment est-ce qu'elles peuvent aussi être aidées, puisque souvent les politiques publiques sont plutôt dédiées aux associations employeuses, si j'ai bien compris. Je vais donner la parole maintenant à madame Le Foll ou à monsieur Le Goff. C'est vous qui avez demandé la parole, et puis après à monsieur Caron. Je vous laisse la parole, madame Le Foll. Oui, pour intervenir par rapport à l'intervenant précédent,
dans le monde rural ou même urbain, dans notre canton et notre même agglomération, nous avons beaucoup d'associations, jusqu'à 80 ou 90 par commune, quelquefois. Et donc, ça, c'est important. Et au niveau de la commune, on est très à l'écoute par rapport à ces associations. Ce que nous avons recueilli ces derniers jours pour préparer justement cet échange avec vous, c'est les difficultés liées au contexte sanitaire. Au fait que des bénévoles pourraient être un peu moins motivés, que même au niveau des bureaux, certains baissent les bras, et que, en effet, ce besoin de dialogue et de rencontre qui est évoqué dans votre sondage ou votre étude ou analyse, c'est qu'en effet, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir privilégier au niveau du département. Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites sur le terrain, mais il y a besoin de pouvoir avoir ces échanges pour un peu relancer, entre guillemets, une vie associative qui a malheureusement été très touchée par le contexte sanitaire. Mais je peux laisser la parole à Monsieur Le Goff, qui est mon co-listier. Non, je pense que il faut qu'on puisse avancer justement à cause de ce Covid qui est un peu qui est difficile. Hein, automatiquement, tout le monde a pêché un peu là-dedans. On se rend compte que c'est pas facile. Donc, il faut qu'on renforce un petit peu tout ce mouvement associatif, leur redonner un dynamisme. On voit bien que l'étude, elle montre bien, met en exergue un petit peu certaines petites choses. Donc, il faudra travailler là-dessus. Je pense que c'est intéressant, mais je reviendrai tout à l'heure. Je reprendrai la parole plus tard. Je vous laisse. Très bien, Monsieur Le Goff. Très bien. Je donne la parole maintenant à Monsieur Kervaron qui l'a demandé. Et puis après. Oui. Merci beaucoup pour la restitution de ce travail qui est très intéressant et qui montre bien la place prépondérante que remplit le monde associatif dans les territoires bretons et singulièrement dans le territoire costarmoricain. Je dirais qu'au-delà du contenu de l'activité proposée par le secteur associatif, ce que je retiens d'abord, c'est l'engagement citoyen. L'engagement des femmes et des hommes, des costarmoricaines et costarmoricains dans leur commune, dans le département, sur leur territoire, dans le domaine culturel, sportif, etc. Cet engagement-là est très important. Mais vous avez raison de dire aussi, de pointer la fragilité de cet engagement, parce qu'on le voit quotidiennement. Et je pense que l'un des points qui serait intéressant de travailler, c'est certainement autour des têtes de réseau du secteur sportif, du secteur culturel, etc. Parce que il faut, le monde associatif que vous représentez là autour de la table joue un rôle important là-dessus pour aider, accompagner, former les bénévoles. Moi, ça me semble important parce que si demain on perd dans nos territoires cette force associative-là, on va le payer cher parce que dans nos communes, le sport, la culture, de la solidarité, c'est très souvent le secteur associatif d'abord, avec certes une action publique, mais sans l'intervention associative, à mon avis, le château de cartes s'effondre assez facilement. Et d'où l'importance d'avoir une stratégie de co-construction des politiques publiques en étroite collaboration, et comme c'est proposé dans votre diaporama, avec le secteur associatif dans tous les domaines, parce qu'il n'y a pas que les élus qui sont à même de construire des politiques, il y a tout le secteur associatif, il y a des gens qui s'engagent, non pas en politique, mais dans le secteur associatif, et qui ont leurs propres idées sur le bien commun, et je pense qu'il faut absolument associer beaucoup plus le secteur associatif à toutes ces politiques. Voilà la première réaction à votre diaporama. Merci. Merci Monsieur Kervaron. Tout à l'heure, d'ailleurs, on va faire d'autres propositions hein, dans un deuxième temps. Je vous laisse la parole, Monsieur Delourme. Oui, merci. Oui, c'est intéressant de voir votre étude et effectivement de voir les attentes des associations. Juste pour le sport, parce qu'à un moment donné, j'ai été quand même aussi président d'un comité départemental handisport et président d'association. Il me semble que pour ce qui est du département, effectivement, il se révèle que les compétences qu'il garde, c'est celles des comités ou des ligues, et non pas, et effectivement, pour les clubs en tant que tels,
c'est plus vers les collectivités que les clubs se tournent au niveau des actions et des attentes. Concernant le service médico-social, évidemment, le secteur médico-social que je connais particulièrement, parce que j'en suis président depuis pratiquement 20 ans, il y a donc effectivement pratiquement dans le médico-social, à partir d'un certain montant, des contrats d'objectifs même et de moyens qui sont signés conjointement entre le département bien souvent et l'ARS. Il y a un double financement. Et donc, ce qui fait que nous avons des contrats de pluriannuels d'objectifs et de moyens, ce qui nous permet effectivement d'avoir des rencontres régulières avec les uns et les autres, c'est-à-dire l'ARS et aussi les départements. Et autour de cela, puisqu'il a été question tout à l'heure du regroupement d'associations, il y a aussi dans les départements ce qu'on appelle les CDA, commission donc départementale d'autonomie, divisée en deux parties, la personne âgée, les personnes âgées d'un côté, les personnes handicapées de l'autre. Et je suis, moi, actuellement, le vice-président chargé de la CDA PH, non pas en tant qu'élu, parce que je suis candidat, mais je ne suis pas élu encore, mais en tant que représentant d'une association médico-sociale sur le secteur du département. Et donc, suite à cela, cette CDA PH et cette CDA permet aux associations de pouvoir se rencontrer régulièrement, de pouvoir échanger aussi. Certaines sont absentes. Et donc, dans ce même ordre d'idées, d'ailleurs, nous avons mis en place au niveau des associations qui concernent plus particulièrement les personnes en situation de handicap, ce que l'on appelle des vendredis du handicap, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer les associations qui ne sont pas présentes dans la CDA régulièrement, de façon à savoir un peu quelles sont leurs attentes, mais aussi, je dis bien pour l'instant, je ne suis pas élu, et aussi de rapporter auprès du département et des élus donc les attentes des uns et des autres. Donc il y a effectivement du travail encore à faire, ça c'est quelque chose que nous avons découvert il n'y a pas très longtemps, qu'il y avait ce manque. Dans le groupement d'associations, alors je ne pense pas que ce soit de la compétence du département, dans le médico-social, effectivement encore, vous ne citez que lui, mais je pourrais vous parler aussi du sport et de la culture, il y a déjà des groupements d'associations, et je parle sur le 22, vous avez un groupement qui s'appelle Handicap 22, qui regroupe actuellement une vingtaine d'associations du médico-social, voire du sanitaire, voire de la psychiatrie, et qui donc est un partenaire important du conseil départemental et de l'ARS, mais plus particulièrement, puisque là on est sur le conseil départemental, bien évidemment, c'est le partenaire privilégié du conseil départemental. Il est évident, par contre, et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui va être important, et ce qui est déjà important, c'est la sortie effectivement de la pandémie. C'est de pouvoir retrouver les uns et les autres nos adhérents, nos bénévoles. Nos bénévoles, c'est une chose, nos adhérents, c'en est une autre. Adhérents, je parle adhérents par exemple pour les clubs de sport, pour la culture, où il va y avoir là un travail important à faire. On va certainement perdre des gens en ligne, il faut essayer de les récupérer. Et donc là, c'est un travail, je pense, qui sera important avec le département à mettre en place sur l'ensemble du territoire. Sinon, effectivement, comme ça a été dit, je pense que l'on va vers des moments difficiles pour le monde associatif, pour les adhérents, pour les personnes que nous accompagnons et pour le lien social. Voilà dans un premier temps. Très bien, je vous remercie M. Delourme pour votre intervention. Monsieur Hamon, vous vouliez intervenir, je vous laisse la parole. Oui, donc un élément qui me semble important, je suis d'accord avec ce que dit M. Cavaron sur la notion de co-construction des politiques culturelles, notamment parce que c'est le secteur où je suis le plus investi. Mais un élément qui me semble important également, c'est le soutien humain donc à la vie associative dans les territoires. Hein. Cette notion d'aide au premier emploi, ou voilà, qui aide, qui permet de dynamiser donc des structures qui ont des projets, notamment parce qu'elles sont aussi des espaces interassociatifs. Elle regroupe des représentants du tissu associatif dans divers domaines et elle travaille comme la nôtre hein, au niveau de l'Office de développement culturel du Menet en lien étroit avec les élus. Alors ce soutien à l'humain est vraiment important, donc sous forme financière bien sûr, hein, mais il y a une inquiétude que je sens parfois poindre, c'est que à partir du moment où on a ce soutien financier pour mettre en place une politique sur un territoire,
ça dédouane parfois aussi les élus, notamment municipaux, d'avoir leur propre politique culturelle et d'avoir peut-être tendance, ça les amène à avoir tendance parfois à faire confiance, qui est positif, hein, mais totale confiance à une interassociation comme la nôtre et à ne pas, au niveau local, purement local, stimuler une politique éducative, une politique culturelle, pardon, éducative aussi parfois, parce que les deux se rejoignent, qui soit pertinente. Donc moi j'ai un peu cette crainte-là. Je crois que le département, quelle que soit sa coloration politique à l'issue de ces élections, devrait être très vigilant sur la notion de l'aide en moyens humains aux associations et notamment aux interassociations. On voit bien que nos associations souffrent beaucoup du désengagement au niveau du bénévolat. Nos collègues, les intervenants l'ont souligné tout à l'heure, et c'est criant. Hein. Sans les retraités dans beaucoup d'associations, quelles qu'elles soient aujourd'hui, on n'aurait plus de vie associative sur certaines communes. Donc soyons très vigilants là-dessus et trouvons le moyen de co-construire ensemble des politiques culturelles, des politiques sportives, etc., sur ce département, avec bien sûr les soutiens financiers nécessaires, mais on voit qu'il y a une satisfaction sur le volet financier en Côte-d'Armor. Ça remonte à loin, cette aide financière, et elle a toujours permis de créer de l'initiative sur les territoires. Mais ça ne suffit pas. Il faut être aussi dans la co-construction, dans le partage d'idées, et dans la perception de l'évolution des sociétés aussi, et des attentes de nos usagers, si je peux les appeler comme ça, des personnes pour lesquelles on travaille au quotidien. Très bien, je vous remercie, Monsieur Hamon. Monsieur Caron, je vois que vous demandez la parole, mais si vous permettez, comme je suis l'animateur, je vous la donnerai tout à l'heure. J'ai bien noté que vous vouliez parler. Je vais d'abord présenter nos propositions, justement, c'est en lien exactement à ce que vous venez de dire, Monsieur Hamon, sur co-construction politique publique, relations entre associations et collectivités. Je redonne la parole à Gwendoline, et puis après, je vous redonnerai la parole, Monsieur Caron. Hop, voilà. Alors, voilà un peu des pistes de travail qui pourraient s'inscrire dans un programme, enfin dans un programme d'exécutif de conseil départemental. C'est des choses qui ont été faites ailleurs, des choses qui sont aussi présentées au niveau national dans tous les départements de France avec le mouvement associatif. Alors, je fais le tour, d'accord, et puis après on pourra en échanger. Organiser des assises de la vie associative avec les acteurs associatifs et leurs partenaires publics, donc pour un diagnostic partagé, une feuille de route commune. Ça a déjà été fait en Finistère, par exemple, mais dans d'autres départements de France. On réunit lors d'une journée l'ensemble du monde associatif le plus possible, et on travaille ensemble et on croise les problématiques pour pouvoir avancer ensemble. C'est à peu près ce que j'ai pu entendre tout de suite. Signer une charte d'engagement réciproque pour renforcer le partenariat entre le département, les associations et l'État. Il y a aussi l'État en département qui peut aussi être un acteur important dans ce dialogue. Et dans cette charte, on peut mettre différentes choses, des choses très politiques, mais aussi des choses très pratiques. L'idée, c'est de pouvoir avoir un espace de dialogue. Nommer un vice-président ou une vice-présidente dédiée à la vie associative, c'est très pratique. C'est aussi en termes de politique publique, au-delà de la visibilité, c'est d'avoir derrière une politique dédiée, et créer une commission vie associative au sein du conseil départemental. Structurer l'accompagnement des associations en renforçant le soutien aux têtes de réseau départemental, c'est ce que j'ai pu entendre avec certains d'entre vous ici, sur les coordinations, les fédérations et les collectifs. Effectivement, il y a des groupes qui s'organisent, il y a des maisons d'associations, il y a des fédérations qui existent dans les Côtes-d'Armor, qui demandent à être encore plus soutenues parce qu'elles font un travail, je trouve, remarquable. Au sein du conseil départemental, diffuser les outils juridiques en faveur de la subvention et des conventions pluriannuelles d'objectifs. Beaucoup d'associations courent leur temps à chercher des fonds publics pour vivre, et elles perdent souvent, parfois, l'objet meuble de leur association parce que le temps est passé à chercher de quoi vivre. Donc, s'il y a une CPO sur 3 ans, ça leur laisse de quoi souffler et pouvoir vraiment s'épanouir dans leur projet associatif sur les territoires. Je laisse Gwendoline passer l'autre diapo. Hop là. Je suis désolée, j'ai un bug de nouveau. Je recommence. Oui. Hop. Voilà, on y arrive. Harmoniser les outils. Hop là, c'est bon, j'avais commencé à lire, mais ce n'est pas la même diapo. C'est bon. Non, c'est voilà. Harmoniser les outils relatifs aux subventions en utilisant le dossier unique de subvention, le CERFA.
parfois, effectivement, surtout pour les associations non employeuses, c'est très compliqué. Voilà, il y a une demande de simplification administrative pour faire les demandes, parce que parfois les demandes sont minimes et parfois le dossier est lourd. Voilà. Aider financièrement les associations en difficulté, surtout en ce moment. Il y a des secteurs vraiment en crise et donc parfois, un fonds dédié peut être vraiment efficace dans ces cas-là. Soutenir l'engagement de bénévoles à travers l'appui à la formation et la mise en place d'opérations de communication. On voit bien, vous l'avez dit, hein, qu'il y a une perte d'adhérents, une perte de bénévoles. Il y a une démotivation. Effectivement, pendant plusieurs mois, on n'a pas réussi, on n'a pas pu se réunir. Donc, il y a besoin peut-être d'un coup de pouce, d'un soutien, certes de la communication, mais aussi former les bénévoles, les faire se réunir, enfin, en tout cas, donner un peu d'énergie dans les fonctions de bénévoles et dans la mobilisation collective. Impliquer les acteurs associatifs dans la co-construction, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Voilà, c'est ce que je viens d'entendre avec certains d'entre vous. C'est aussi être encore plus proche du monde associatif parce que la grande majorité, beaucoup d'associations portent l'intérêt général. Enfin, soutenir l'emploi associatif en favorisant la mise en place d'aides à l'emploi et en soutenant les initiatives de mutualisation et à l'instar des groupements d'employeurs associatifs. Les groupements d'employeurs sont très importants. Il y a de nombreuses associations qui souhaitent créer de l'emploi, mais qui peuvent créer 20%, 30%, donc qui n'arrivent pas à le faire. Par contre, à plusieurs, elles peuvent créer un GE, un groupement d'employeurs, et faire de l'emploi à 100% en se partageant l'emploi. Et ça commence beaucoup à se développer. Il y a des GE associatifs qui commencent à pas mal prendre en Bretagne, et ce serait bien qu'on puisse essaimer dans les différents départements bretons. Voilà, beaucoup d'éléments voilà, que vous pourriez prendre, peut-être vous l'avez mis dans vos programmes déjà, en espérant que si vous arrivez dans l'exécutif, vous puissiez les mettre en œuvre. Alors, peut-être qu'il y a des réactions, mais c'est M. Pierre Véron qui m'avait demandé la parole tout de suite, donc je vous la laisse, et puis après, on pourra discuter de ce qu'on vous propose. Je vous laisse la parole, M. Caron. Oui, bah, je vais rebondir sur ce que vous venez de présenter. Je ne vais pas revenir en arrière sur ces points intéressants, mais qu'évidemment, il faut travailler. Hein. Point par point. J'ai une expérience d'élu local puisque je suis adjoint à Lannion. Et il y a quelques années, effectivement, nous avions monté des assises de la vie associative et nous avions vu combien il était intéressant de faire rencontrer les associations de différents horizons menant des activités très, très différentes pour qu'elles trouvent des espaces de solidarité entre elles et puis que l'on avance vers une forme de contractualisation entre la collectivité locale et puis le secteur associatif d'une façon générale. Et puis c'est un moment aussi où on valorise le secteur associatif qui, de mon point de vue, n'est pas suffisamment. Tout le temps, on va dire. L'idée des têtes de réseau, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup au rôle des fédérations. Il y a des associations qui parfois disparaissent parce qu'elles ne sont pas soutenues, quoi. Et les fédérations, les unions, les réseaux sont là des appuis, à mon avis, essentiels, et il faut qu'on les reconnaisse comme tels. Je ne vais pas reprendre tous les points, hein, mais l'idée des groupements d'employeurs est intéressante. Mais après, il faut les faire vivre. Il y a quelques années, dans le Trégor, il y avait un groupement d'employeurs, une association qui s'appelait Sport Trégor 22, je crois. Alors, ça concernait que le secteur sportif, hein, mais ça permettait, comme vous le disiez, de mettre des petits bouts de TP sur telle ou telle structure, telle ou telle association, et puis au bout du compte, réussir à faire un temps plein qui était lui-même cofinancé par les collectivités locales et par le département. Donc, c'est des choses intéressantes à travailler, parce que d'abord, ça amène à une certaine professionnalisation jusqu'à vers des toutes petites associations, et puis ça permet de créer des vrais emplois dans le secteur associatif que l'on partage sur un territoire entre plusieurs assos. C'est un type de démarche intéressante. Enfin, voilà 3-4 points, mais bon, il y en a plein, mais je ne vais pas parer la parole. Je trouve vos propositions intéressantes et qui méritent d'être travaillées. Merci, M. Caron. M. Delourme, vous avez la parole. Et puis après, on pourra aussi, évidemment, ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre dans le chat. Vous pouvez poser directement vos questions aux candidats. M. Delourme, je vous laisse la parole. Oui, merci. Oui. J'ai bien noté aussi les difficultés que pouvaient rencontrer les petites associations. Alors peut-être qu'au niveau du département, il serait nécessaire à un moment donné
de faire aussi un état des lieux de ce qui existe. Je m'explique. Il est souvent difficile pour une petite association, lorsqu'elle n'a pas de salariés, aussi de travailler sur le plan juridique, ne serait-ce que les fiches de salaire, les déclarations qu'il faut faire, et ensuite sur le droit du travail. Il existe aussi quand même sur le département un certain nombre de structures qui sont, elles, bien structurées, si je puis dire, et qui sont en mesure et en capacité, sans doute, de venir en aide à celles qui sont petites et qui aspirent à embaucher quelqu'un à temps partiel ou même à temps complet, mais qui pourrait leur donner un coup de main, soit sur le plan des fiches de salaire, soit sur le plan juridique, soit sur le plan des ressources humaines, et j'en passe. Alors, il y a eu à un moment donné, au niveau du département, un partenariat qui avait été passé entre le département, le CEDOS, Comité départemental olympique et sportif, et la ville de Saint-Brieuc, sur une structure qui s'appelait le CRIB, et qui permettait donc, alors je crois que ça existe toujours, et qui permettait donc aux petites structures de moins de 9 salariés de pouvoir aller vers le CRIB, moyennant bien évidemment une adhésion, afin de pouvoir avoir ces renseignements. Alors, en dehors de ce CRIB qui doit toujours exister, je crois, il y a aussi au sein du département des structures qui sont prêtes à offrir leurs services. Pour ma part, par exemple, au groupe, à la page, nous avons donc ce que l'on appelle un groupement coopératif social et médico-social, qui aussi a un siège avec un directeur général, une DAF, un directeur de ressources humaines, et qui peut aussi venir en aide aux petites structures associatives qui sont en difficulté sur les points que je citais, voire d'autres. Voilà, mais dans un premier temps, je pense qu'il y aurait peut-être à balayer le terrain et le territoire pour savoir ce qui existe et ce qui manque peut-être aussi sur le territoire. Sur la nomination d'un vice-président ou d'une vice-présidente, pourquoi pas. Après, c'est vrai que dans le secteur dans lequel je suis actuellement, qui est médico-social, c'est vrai que nous avons dans ce domaine-là, et il en est de même pour les personnes âgées, des vice-présidentes d'ailleurs, actuellement, qui sont déléguées donc soit à la personne âgée, soit aux personnes en situation de handicap, et qui sont donc nos référents et nos interlocuteurs. Voilà pour l'instant. Très bien, je vous remercie, monsieur Delourme. Il y avait 2 demandes d'intervention, Madame Le Foll et Monsieur Le Goff, hein, et puis Monsieur Deleméoté, excusez-moi. Je vous laisse la parole, Madame Le Foll, ou Monsieur Le Goff, comme vous voulez. Monsieur, c'est le Méoté, parce que je n'ai pas de particulier. Le Méoté. Merci beaucoup. Ah, comme c'est écrit Raphaël Deleméoté, excusez-moi. Alors là, si vous voulez me rendre service, il faut vraiment m'enlever le 2. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé. D'accord. Encore que. Pas de souci. Hein? Oui, Yannick Madame Le Foll, je vous laisse la parole. Monsieur Le Goff. Ouais, c'est Monsieur Le Goff. Donc, je trouve très intéressant par rapport à organiser des assises de la vie. C'est vrai qu'au sein des communes, on sent qu'il faut réunir souvent toutes les associations pour qu'ils s'assemblent un peu et que ce soit autant culturel que sportif et puis caritatif. Et même nous, on a notre club des anciens sur la commune. Là, il faut pouvoir les réunir pour pouvoir qu'ils se parlent et échanger. Alors, je pense qu'aller un petit peu plus loin par rapport au département, je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est le but. On a, dans ce programme que nous, on est en train de préparer ou presque finaliser, on en parle justement, faire ces grands, pouvoir faire en sorte que les gens se réunissent et se parlent pour construire quelque chose. Quand vous avez parlé de la charte, j'ai trouvé ça, je me dis là, on va peut-être trop loin. Je sais que certains ont commencé à travailler là-dessus, mais je pense que on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord et ça pourrait ce sera très difficile même de ramener ça à la commune aussi. Parce qu'il faut penser que c'est association, commune et département. Il faut qu'on travaille ensemble vraiment dans ce sens-là, et État, bien sûr. Mais il y a une autre proposition que j'aime bien aussi, c'est vrai, enfin, j'aime bien, que je trouve qu'il faut vraiment généraliser et retrouver, c'est par rapport au CERFOL. C'est une grosse machine, alors que ce serait bien plus, il faut vraiment la simplifier pour que toutes les associations puissent sur cette demande, avec peut-être un petit courrier de leur part, mais ça, c'est leur envie, je pense que ça, il faut le faire. Bon, après, former des bénévoles, ça,
Si on arrive à faire ça, c'est magnifique, mais on sait très bien que déjà les bénévoles ont du mal à venir. Il faudra trouver du temps et c'est toujours le temps qui sera l'accompagnement. Donc, il faudra vraiment travailler là-dessus. Mais bon, juste quelques petits éléments qu'on écoutera et qu'on reverra comment on pourra retravailler avec Merci. vous. Mais Mme Le Foll veut parler un petit mot aussi. Pardon, allez-y, Madame. Je reprends la parole. Oui, excusez-moi. Oui, merci. Je reprends la parole, c'est quelque chose qui me tient à cœur et du fait aussi, pas seulement du contexte sanitaire, mais ça c'est bien sûr majoré, c'est l'expression de nos jeunes, de la population jeune sur notre département. Nous avons des jeunes sportifs qui, du fait de manque d'entraînement au niveau de leur club, par exemple, pourraient être en difficulté dans les compétitions nationales par rapport à des sportifs qui ont pu travailler en sport-études, par exemple, qui ont pu s'entraîner. Donc, comment le département peut soutenir et puis aider ces jeunes qui sont contrariés du fait de ne pas avoir pu s'entraîner régulièrement dans les clubs. Et d'autre part, il y a une jeunesse aussi qui a besoin de s'exprimer et comment exprimer toute cette difficulté qu'ils ont pu avoir pendant le Covid, ces confinements, toutes ces contraintes qu'il y a pu avoir et comment leur donner la parole peut-être à travers la culture et que le département soit un moteur avec des associations de terrain pour voilà, peut-être, je sais pas, un festival, ou je sais pas, enfin quelque chose qui ferait que une jeune population, voilà, 7 ans, 25 ans, enfin, je sais pas, puisse évoquer tout ce qu'ils ont vécu pendant l'année et puisse un peu se libérer de tout ça à travers la culture ou le sport. Enfin, voilà, peut-être pas faire des Olympiades non plus, mais voilà, comment le département va accompagner cette jeune population pour sortir de ce contexte sanitaire et toutes les difficultés qu'ils ont pu avoir et puis retrouver un élan avec des perspectives heureuses. Voilà. Et bien. Oui, je vous remercie. Voilà. Je vous remercie, Madame Le Foll. Monsieur Le Méoté, je ne me suis pas trompé là. Je vous laisse la parole. Et puis après, Madame Bernard. Merci beaucoup. Donc moi aussi, je ne veux pas dire ce qui a été dit, hein, mais je trouve que c'est une très bonne idée de faire des assises de la vie associative. C'est voilà. Bon, bien entendu, ça se prépare avec un certain nombre d'acteurs, et il faut aussi se donner un but, quoi. C'est quoi l'objectif final? Donc ça, c'est quelque chose qui se construit. C'est bien de le dire, mais encore faut-il le mettre en œuvre. Et j'y suis totalement favorable. Une charte des engagements réciproques, c'est très important. C'est bon, ça peut paraître superflu et bon voilà, mais c'est quand même extrêmement important de s'engager sur le respect des valeurs de la République, sur le respect de l'égalité femmes-hommes, sur un certain nombre de choses, de thématiques de ce type-là. Je pense que ça. Je pense que ça ne doit pas poser de problème à toutes les associations, mais ça, les choses vont en le disant, mais vont naturellement vont encore mieux si on le dit. Les outils juridiques, oui, c'est vraiment important de mettre à disposition des éléments facilitateurs pour les assos. Alors, sur les CPO, moi, je suis un très grand partisan et favorable aux conventions pluriannuelles d'objectifs, y compris pour les toutes petites associations. Au moins, ça leur donne de la visibilité. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories d'associations. Les associations qui sont, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des acteurs, qui sont des partenaires de la collectivité. Puis, il y a des toutes petites associations qui, elles, sont des animatrices de la vie démocratique. Et celles-ci, il faut les aider. Mais le département n'est pas seul. Souvent, voilà, il y a beaucoup d'adjoints au maire là qui s'expliquent ou qui s'expriment, et ils ont raison. C'est-à-dire que la commune est d'abord le premier partenaire de ces toutes petites associations. Il faudrait qu'on puisse, avec l'association des maires, sans doute, au niveau départemental, mettre en place un dispositif qui permette d'avoir une CPO unique, peut-être communale, départementale, pour les petites associations. Alors, c'est peut-être un objectif ambitieux, mais ça mérite de le mettre en œuvre. Alors, le dossier unique avec le partage du CERFA, oui, j'irai même plus loin, c'est-à-dire que le dossier partagé de demande de subvention entre le département, la commune, voire l'État, lorsque l'État est impliqué.
La création d'un groupement d'employeurs, moi, ça me paraît le soutien à la création de groupements d'employeurs, même le portage juridique l'aide au portage par des têtes de réseau, peut-être, hein, ça peut être extrêmement intéressant. Et il y a quelque chose que je voudrais dire aussi que vous n'avez pas évoqué, c'est un engagement plus fort du département au profit des associations qui sont engagées dans des secteurs qui sont dits prioritaires. Je pense, évidemment, je pense à Saint-Brieuc et au quartier Europe, Balzac, Ginglin. Je pense aussi à La Croix-Saint-Lambert, Villaugier, etc. Des associations qui soient mieux soutenues, des associations qui interviennent, qui bénéficient des subventions de l'agglomération et de l'État dans le cadre de la politique de la ville, de l'égalité des chances. Le département pourrait être sans doute un peu plus présent sur ces secteurs-là parce que c'est vraiment dans sa compétence sociale. Je pense aussi à la prévention spécialisée qui pourrait être développée sur ces secteurs-là, mais pas seulement. On peut aussi penser qu'il y a des secteurs ruraux dans la ruralité ou dans des villes plus moyennes qu'il y ait des actions de prévention de la délinquance qui soient portées par des associations avec un soutien plus fort. Très bien, merci le MOT. Merci. Je vous remercie, je suis obligé de vous couper, mais on a bien compris. C'est vrai, je suis trop long, mais il y a vraiment des choses à faire. Très bien, merci. Merci, monsieur. Madame Bernard, j'espère que votre connexion est meilleure que tout à l'heure. Je vous laisse la parole. Alors, je me suis déplacée. Vous allez me dire si vous m'entendez. Oui. On vous entend très, très bien. C'est parfait. Alors, je suis sur un parking. Je ne vais pas vous mettre la vidéo parce que ce ne serait pas très joli à voir. Donc, je suis Cinderella Bernard. Je suis conseillère départementale du canton de Bégard et présidente du groupe communiste actuellement et candidate donc à la candidature sur ce canton et candidate de la gauche unie avec, je suis en liste d'union avec l'EPS et donc nous représentons une plateforme qui représente 7 organisations politiques. Je ne vais pas redire tout ce que mon collègue Patrice Carvaon a si bien dit, simplement vous remercier pour cette initiative et parce qu'on ne parle jamais assez de culture et encore moins en période de crise puisque c'est souvent la dernière roue du carrosse, j'ai envie de dire, c'est pas là qu'on va tout de suite penser à la dépense publique et pourtant elle est essentielle à l'épanouissement des personnes et à l'émancipation humaine et aujourd'hui justement à la veille des élections où on craint tous une montée des extrêmes, il faut absolument se saisir du tissu associatif pour pouvoir faire barrage, faire rempart à des idées qui n'iraient pas dans le bon sens du vivre ensemble. Donc voilà, ça c'était le premier point. Vous avez évoqué tout à l'heure le soutenir l'emploi associatif. Alors si vous n'êtes pas sans savoir en fait que depuis quelques années, nous avons vu disparaître quelques emplois associatifs, hein, ils sont 50 emplois associatifs de moins, et donc nous souhaitons, nous avons toujours défendu l'idée de, à minima, maintenir l'enveloppe pour accompagner de nouveaux projets et au mieux augmenter l'enveloppe. Ce que l'on souhaite en fait, c'est qu'on pense que au travers le milieu associatif est vecteur d'emploi et au travers de l'emploi, c'est encourager aussi les associations à s'organiser et ça rend leur action plus facile parce que le bénévolat a aussi ses limites et l'emploi, la professionnalisation des actions qui sont menées par le tissu associatif doit être reconnue. Et donc, nous avons ce projet de pouvoir permettre la création de nouveaux emplois associatifs. Par contre, j'ai entendu tout à l'heure une proposition sur les appels à projets. À titre personnel, moi, j'ai mis une réserve sur la systématisation des appels à projets. Pourquoi? Parce que le risque, c'est de faire des concurrences, de mettre en concurrence les associations entre elles et de favoriser celles qui seraient le plus structurées, justement. On parle beaucoup d'associations qui sont structurées, des associations qui ne sont pas structurées. Donc, il faut être très vigilant à ça et à garder un bon maillage de territoire sur l'offre qu'on veut offrir sur l'ensemble du département. Donc, c'est ce qu'on va mettre dans ce type de dispositif qui doit nous intéresser et pas avoir un recours systématique à l'appel à projet, bien au contraire, être dans une co-construction commune permanente
c'est plus vers là que nous, on souhaite s'orienter. Et donc, moi, j'ai été présidente de l'Amicale laïque de Bégard pendant 7 ans. Nous avons 2 emplois associatifs dans notre association. Et quand on avait besoin de savoir comment on s'organisait, on passait un coup de fil à l'association qui s'appelait Itinéraire Bis et qui aujourd'hui a été dissoute. Et c'était ça notre association d'appui, en fait, quand on avait besoin de connaître les points administratifs, comment faire une fiche de paye, comment accompagner nos salariés, eh bien, on se tournait vers Itinéraire Bis. Et donc, aujourd'hui, le département a fait le choix de dissoudre cette association-là et de baisser le budget culture de 2 millions d'euros. Donc, nous, on veut pouvoir reconstruire tout ce partenariat avec les associations. J'en arrête là pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Madame Bernard. C'est que vous n'avez pas pu vous exprimer jusque-là, mais là, je pense que c'est bien, vous avez pris le temps. Camille Binder, tu voulais intervenir? Oui, alors d'abord sur cette histoire d'appel d'offres, oui, je suis aussi assez hostile à cette situation-là, pour les raisons qui ont été indiquées, et j'en ajouterai une autre qui est le fait de mettre les associations en concurrence. Alors ça, c'est très ennuyeux parce que le principe de l'association, c'est la solidarité, c'est de travailler ensemble. Et donc la concurrence, c'est pas dans la culture des associations. Et donc, forcément, demander aux associations, enfin, comment amener les associations sur ce terrain-là, c'est leur faire perdre une part de leur spécificité, de ce qui fait leur nature. Alors, en plus, effectivement, ça demande beaucoup de travail pour des résultats qui sont parfois très, très dommageables. Le conseil régional, alors, n'est pas forcément à prendre en exemple à 100%, mais le Conseil régional a introduit l'idée de déclaration d'intention, de déclaration d'intérêt. Ça permet, avec des mécanismes qui peuvent être assez proches de l'appel d'offres, mais ça permet de sortir de la notion d'appel d'offres au sens strict, parce que quand on dit appel d'offres, il y a une mécanique très, très stricte, et donc il faut la respecter. En prenant d'autres formules comme celle-là, on peut peut-être sortir de cette histoire d'appel d'offres et de donner à cette situation quelque chose de bien plus positif et de bien plus proche de la vie associative. Et par ailleurs, pour le reste, c'est vrai que la CPO, c'est extrêmement important et il n'y a pas de raison que ça ne concerne pas les associations de petite dimension, même des associations qui n'ont pas de personnel. Parce que c'est un travail, enfin, quand on négocie, quand on discute sur une convention pluriannuelle d'objectifs, c'est mettre les partenaires, enfin, mettre les acteurs en présence et les amener au dialogue, les amener à voir les intérêts, les envies, les objectifs les uns des autres. Et donc, c'est une occasion de dialogue dont il ne faut pas se priver. Mais alors, je voulais aussi poser une autre question, notamment en direction des candidats, très clairement, c'est sur la notion d'autonomie des associations. Alors, je voulais vous interroger, savoir comment il est possible de concilier l'autonomie des associations, y compris lorsqu'elles ont une expression, un discours qui peut être, qui n'est pas forcément convergent avec celui de la collectivité à laquelle il s'adresse. Comment on peut concilier cette autonomie et le fait de leur apporter un soutien financier, moral ou matériel? Alors, qui peut répondre à la question de Camille sur l'autonomie des associations? Pas de problème là-dessus pour ce qui concerne, aucun problème. Attendez, juste, excusez-moi, je me permets, monsieur, hop, on va essayer de faire un ordre, d'accord? Autrement, c'est compliqué. Je vous laisse la parole, monsieur Delourme, et je vous laisserai la parole tout à l'heure, monsieur Leméoté, ne vous inquiétez pas, d'accord? Je vous laisse la parole, monsieur Delourme, monsieur Cavaron et monsieur Leméoté, d'accord? On fait comme ça. Allez-y, monsieur Delourme. Pour répondre à la question posée, effectivement, à partir du moment où il y a un contrat pluriannuel d'objectifs, ce contrat, c'est une convention dans laquelle il y a donc bien évidemment des objectifs et des moyens éventuellement, mais au moins des objectifs. Et ces objectifs, ils doivent être construits.
construit entre le département et l'association. Et donc, on doit à un moment donné tomber d'accord sur les objectifs. Et ensuite, on signe la convention. Si effectivement, il n'y a pas d'accord, il est difficile à ce moment-là de signer la convention. Mais aussi bien pour l'association qui peut refuser de la signer que pour le département ou la collectivité ou autre, ou l'État, puisqu'il m'est arrivé d'en signer, ou de ne pas en signer, mais de refuser. Donc parce qu'on n'est pas en accord sur ce qui nous est proposé ou nous est plus ou moins imposé dans certains cas. Donc moi, je ne vois pas de problématique, effectivement, si en plus ces contrats pluriannuels d'objectifs sont généralisés à l'ensemble des structures associatives qui sont de la compétence du département, parce que c'est vrai qu'on en parle de l'ensemble des associations, et ça a été soulevé à un moment donné, mais toutes les associations ne dépendent pas spécialement du département. Elles ont un contact et une relation particulière avec la collectivité locale, c'est-à-dire la commune, la ville, peut-être l'État, peut-être les intercommunalités, mais peut-être pas en fonction des compétences ou du niveau de compétence du département. Donc, bien évidemment, celles qui sont en lien avec le département doivent avoir un contrat pluriannuel, donc c'est-à-dire que c'est 3 ans, voire 5 ans, avec des objectifs précis qui ont été validés par les uns et par les autres, donc en tenant compte des valeurs défendues par effectivement le département, par l'association, en respectant bien évidemment les valeurs de la République. Merci, M. Delorme. M. Cavaron, je vous laisse la parole sur ce sujet. Vous voulez vous exprimer, puis après, monsieur. C'est à moi, là? Oui, c'est à vous. Allez-y. Oui, évidemment, je vais reprendre ce que disait M. Delorme sur la nécessité impérieuse et morale et politique de soutenir les associations qui se trouvent bien être dans le cadre de notre République qui nous est chère. Revenons aussi à l'origine des débats qui ont permis l'adoption de la loi 1901. Je crois qu'il relève de la capacité des citoyens de se réunir dans un but commun qu'ils définissent eux-mêmes. Donc, soutenir le fait associatif, c'est soutenir un mouvement d'engagement des citoyens sur les sujets qui les concernent et qui les intéressent. Le secteur associatif n'est pas qu'un secteur d'échange de services. Il s'est transformé au fil des décennies en cette structure d'échange de services, voire même de vente de prestations de services. Je dirais que cela, c'est un support à l'engagement associatif. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de soutenir, continuer à soutenir, développer cet engagement de plus en plus de citoyens aux choses de la vie publique. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des sujets où les décideurs et les bénévoles associatifs ne se retrouvent pas. Mais le fait qu'ils soient regroupés en association donne toute légitimité au dialogue. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas évidemment dialoguer avec ses partenaires, mais ça les institue dans le paysage, dans le dialogue social, on va dire, dans le dialogue entre les institutions, les politiques et les citoyens. Donc, moi, je pense qu'il faut donner toutes les chances dans notre département au développement de la vie associative, vu d'une part du côté des services qu'elle rend à la population, et on l'a vu, ils sont nombreux dans le domaine sportif, dans le domaine social, dans le domaine caritatif, culturel, etc. Mais il faut aussi lui donner toute sa place, toute sa chance pour que ce soit des espaces de vie démocratique qui jouent un rôle essentiel à côté ou avec ou contre, et ça c'est un autre sujet, les acteurs politiques, qu'ils soient départementaux, locaux, etc. Et à nous d'instituer les formes de relations adéquates en respectant la place, le rôle des uns et des autres.
Très bien, merci Monsieur Cavant. Je vous laisse la parole, Monsieur Lemioté. Oui, bah écoutez, oui, mon prédécesseur qui avait le micro a dit un certain nombre de choses très, très intéressantes. Effectivement, tout ça est bien vrai. Et la liberté d'association est une liberté fondamentale. Elle est même, je vais dire, ça fait partie du bloc de constitutionnalité pour ceux qui ont fait un peu de droit. Ça veut dire que ça fait même partie de notre constitution. Donc en réalité, c'est quelque chose d'extraordinairement fort et de spécifique à la France. Donc il n'y a pas de raison, évidemment les associations doivent être indépendantes et on doit tout faire pour garantir leur indépendance. Alors, vous avez dit, oui, est-ce que vous aiderez quand même les associations si elles ne sont pas d'accord avec vous, même si elles sont en opposition, etc. J'allais dire, je vous poserai la question, vous auriez pu aussi poser la question à l'envers. Il ne faut pas non plus que les associations soient dans le lien de subordination vis-à-vis de la collectivité. C'est-à-dire qu'en gros, attention au clientélisme. Nous devons combattre les deux aspects de ce sujet de l'indépendance que vous avez évoqué. L'indépendance ne signifie pas le fait de ne pas avoir d'idées. L'indépendance signifie que chacun est responsable et que les responsables de l'association doivent aussi prendre leurs responsabilités. Une association n'est pas un parti politique. Il y a des structures pour ça, pour faire de la politique. Donc, je pense que il faut trouver cette ligne et je trouve que elle est assez facile à trouver en réalité. Mais le fait d'inscrire tout ça dans une charte, c'est intéressant. Évidemment qu'il y a des associations de défense qui sont tout à coup contre la collectivité ou contre une décision qui a été prise par la collectivité. C'est la vie, hein, il faut faire avec. Et il faut d'ailleurs s'en satisfaire parce que ça permet le débat démocratique. Mais au bout du compte, eh bien, ce sont les élus qui sont sanctionnés ou qui ne le sont pas par le suffrage universel. Donc, au bout du compte, ce sont les citoyens qui tranchent finalement le débat éventuel entre tel ou tel bord ou telle position et tel ou tel autre. Donc, moi, j'ai pas de sujet sur cette question-là. Simplement, on doit être vigilant sur l'indépendance de l'association, l'indépendance vis-à-vis de la collectivité. Ça ne doit pas être le bras armé d'un parti politique ou d'une collectivité tout simplement, hein, ou d'une majorité ou d'une minorité. Il faut que chacun puisse assumer sa responsabilité, se positionner de manière claire. Et tout ça peut être écrit dans une charte aussi, hein, c'est pas non plus un problème. Mais ça, à la limite, ça n'a même pas besoin d'être inscrit puisque ça va de soi. C'est quasiment notre règle suprême à tous qui nous la pose. Très bien, je vous remercie, monsieur. Voilà, les différentes réponses à ta question, Camille. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être de la part des responsables associatifs qui sont encore là, ou alors c'est moi qui vais les poser? Non? Ah, si tu me dis que Budet, je vous laisse la parole, monsieur. Madame. Madame, excusez-moi. Allez-y, Madame Budet. Avec le micro. Le micro, voilà. En mettant votre micro qui est coupé. Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas le lever à votre place. Si vous pouvez peut-être écrire votre question, si vous n'arrivez pas à ouvrir votre micro, écrire votre question dans le chat, c'est possible? Je la dirai. Parce qu'on ne vous entend pas, madame. Bon, tant pis. Hein. Oui, vous avez un problème de micro, d'accord. Je vous laisse écrire votre question dans le chat, d'accord? Je pourrai vous la dire si vous n'avez pas à activer votre micro. Je vous laisse l'écrire. Pendant ce temps, si vous le voulez bien, peut-être que je vais pouvoir aussi vous poser peut-être enfin, on arrive à la fin de notre débat. Hein, voilà, on s'était donné jusqu'à 19h30, 20h. On n'avait pas vraiment de
d'heure finale, mais néanmoins, vous posez une dernière question, et enfin l'avant-dernière, puisqu'il y aura la question de Dominique Budet. Si vous êtes élu, quand vous serez élu, de manière claire, synthétique, qu'est-ce que vous pourrez faire pour le monde associatif? On vous a donné déjà quelques matières, quelques éléments, quelques idées, mais comment est-ce que vous pouvez encore mieux consolider et dynamiser et renforcer la vie associative dans votre département, l'engagement aussi, dans cette situation de crise où le monde associatif est fragilisé? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire de ce qui n'est fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourrez faire demain pour arriver à ça? Alors, pour répondre à cette question qui est large, je sais bien, je vous donne je vous donne peut-être 5-6 minutes chacun, parce que je sais bien qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais on va peut-être raccourcir. Et je vais vous distribuer la parole, si vous le voulez bien, plutôt que vous leviez la main. Alors, tout à l'heure, qui c'est qui avait commencé? Je regarde. Il y avait monsieur Demioté qui avait commencé, puis après monsieur Cavaron. Écoutez, on va mélanger pour pouvoir qu'il y ait une vraie mixité, pour que chacun puisse s'exprimer. Madame Bernard, est-ce que vous êtes toujours là? Comme vous n'avez pas beaucoup parlé, est-ce que vous pouvez vous exprimer? Oui, je suis toujours là. La question est vaste, effectivement, donc pouvoir répondre comme ça de manière synthétique, c'est pas forcément évident. La première chose que je vous ai dit déjà, c'est l'engagement d'aller vers la création de nouveaux emplois associatifs, donc de soutenir les projets des associations, de renforcer le partenariat et d'avoir un dialogue permanent avec elles, et puis d'être aux côtés des privés d'emploi là de cette crise sanitaire qui a révélé en fait la précarité des emplois du milieu culturel et sportif, et donc d'emblée d'avoir un échange avec eux pour voir comment se préparer mieux à l'avenir si jamais on devait revivre ce genre de crise, et leur garantir on a eu déjà de nombreux échanges avec le SBAM CGT justement sur les attentes du milieu culturel, pour ne citer que cette organisation syndicale, mais qui milite en ce moment partout dans les lieux culturels. Donc c'est de voir un petit peu comment ensemble on peut travailler à faire vivre les acteurs locaux qui sont les intermittents du spectacle et qui sont les premiers impactés par cette crise, qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide au chômage partiel. Et donc, on a, je pense, un certain nombre de leviers qu'on pourrait mettre en place pour la relance artistique et culturelle ensuite, et se préparer mieux à l'avenir sur des situations comme celle-ci, quoi. Il y a tout un travail aussi à renforcer avec, vous savez, vous avez dit tout à l'heure, avec nous avons les collèges. Je pense que la compétence collège, tout un travail aussi à mener là, de partenariat plus fort à mener avec les collèges. On a, j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui parlait des jeunes en difficulté, c'est vrai, on a aujourd'hui beaucoup de difficultés avec la jeunesse. Il y a tout un réseau qui est en train, une alerte qui est donnée, et donc il faut qu'on s'intéresse, qu'on permette au secteur associatif d'être présent aux côtés de ces jeunes, parce qu'ils sont un relais de terrain, et qu'on travaille ensemble avec les acteurs publics locaux que sont les communes et les agglomérations aussi, pour repérer les difficultés et mettre à plat et voir comment on construit l'avenir. Donc c'est ça, c'est vraiment un dialogue permanent. On a besoin de renforcer aussi notre participation financière du département dans le domaine culturel et sportif. On a effectivement les fédérations qui jouent un rôle prédominant, mais on doit aussi soutenir les projets associatifs au moment où ils sont initiés, pour qu'ils puissent aider à la diffusion artistique et à l'émergence culturelle dans les territoires. Et on doit surtout s'intéresser à ramener la culture et le sport dans les territoires les plus ruraux, et qu'on n'ait plus cette espèce de ressenti que l'on peut avoir d'une culture un peu élitiste, en fait, qui s'adresse à une partie de la population. On voudrait retrouver une culture populaire et le sport populaire, et que tout le monde puisse y avoir accès. C'est là nos lignes vraiment fondamentales sur lesquelles nous avons réfléchi pour ce programme, et sur lesquelles nous continuerons de réfléchir, non pas de réfléchir, mais que nous poserons en acte une fois que nous serons élus.
Bien, je remercie Madame Bernard. Monsieur le Méoté, comme vous devez nous quitter, je vous laisse la parole. Oui. Alors moi, ça va être très bref pour une fois. Je fais une proposition, 8 propositions hein, que je pourrais écrire hein, si vous voulez. C'est effectivement bon, les assises voilà, organiser des assises dans l'année qui vient, quoi, qui suivra l'élection. Enfin, voilà, ça c'est à voir avec justement les partenaires associatifs. Les outils juridiques, inciter à la mise en place d'outils juridiques en faveur des associations. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la généralisation, autant que faire se peut, en tout cas, la promotion des CPO, y compris pour les petites associations. 5 ans, ça me paraît beaucoup, parce que le temps est long. 3 ans, c'est bien, avec une clause de revoyure possible, annuelle, dans la convention, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. C'est quand même intéressant de faire un petit point. Ça permet d'ailleurs d'entretenir le dialogue. Sans remettre en cause l'objectif, ça permet d'entretenir le dialogue et de confirmer la confiance de la collectivité vis-à-vis de l'association. Cinquièmement, évidemment, moi je mettrais un fonds dédié. Je serais assez favorable à un fonds dédié pour la vie associative. Pour les petites associations, je parlais un fonds dédié aux associations qui sont les acteurs de la vie démocratique. Alors évidemment, ça peut servir pour les associations en difficulté, mais c'est pas. Alors je ne veux pas dire c'est un fonds à l'image d'un fonds de participation des habitants, mais c'est un peu ça, c'est un peu un fonds dédié pour les associations petites et moyennes, un fonds départemental. Voilà. J'ai oublié de vous dire pour les CPO, un travail avec l'association des maires. Sixièmement, soutenir l'emploi associatif, évidemment, soutenir et promouvoir la création de groupements d'employeurs qui permet de mutualiser un certain nombre de forces, quoi. En plus du groupement d'employeurs, on peut mutualiser un certain nombre de fonctions et voilà, mettre en place un soutien aux petites associations pour les soulager dans leur gestion du quotidien. Septièmement, bon, je vous ai parlé de la prévention spécialisée, hein, ça me paraît que on est un peu plus sur la thématique, comme le disait ma prédécessrice, mais qui s'est exprimée surtout sur les thématiques. Moi, je pense qu'effectivement, toutes les thématiques sont nobles, mais elles sont surtout à l'initiative aussi du monde associatif, hein, évidemment. Il ne s'agit pas à nous d'imposer etc. On peut avoir des objectifs, mais il faut que ce soit aussi un dialogue et que l'initiative vienne. Mais pour la prévention spécialisée, je pense que là, la collectivité a un rôle important à jouer. Et puis, dernier point, c'est un soutien plus fort du département aux associations qui sont engagées dans la politique de la ville, c'est-à-dire en faveur des populations les plus pauvres et des concentrations de populations les plus pauvres. Je vous rappelle qu'un quartier en politique de la ville, c'est un quartier qui concentre un minimum de 1000 habitants, dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 11 000 euros par an. Est inférieur à 11 000 euros par an, chiffre de 2014. C'est pour vous dire que voilà, il y a des poches de pauvreté et il faut aussi que le département sache faire de la discrimination positive en faveur de ces secteurs-là dans ses politiques de soutien aux associations. Je remercie Monsieur le Méoté. Vous étiez bref. Merci beaucoup. Merci Madame Le Foll ou Monsieur. Merci à vous et bonne soirée. Madame Le Foll ou Monsieur Le Goff, est-ce que, voilà, sur ma question, sur si vous êtes demain dans l'exécutif, comment vous renforcerez l'initiative dans les départements du Côte-d'Armor? Je vous laisse la parole. Puis après, Monsieur Cavaon et Monsieur Delon. Je vous laisse la parole. Oui, le monde associatif existe depuis de très nombreuses années et ce monde associatif a pu faire des choses assez merveilleuses. Aussi bien en ruralité que dans le milieu urbain. Toutes ces personnes qui s'associent, elles s'associent pour travailler sur quelque chose qui tienne à cœur, que ce soit aussi bien l'environnement, le sport, la culture, etc. Comment c'est vrai que nous sommes un peu peut-être inquiets ou peut-être trop inquiets par rapport à ce contexte sanitaire, que nous sommes très vigilants à comment les choses vont évoluer, quels sont les besoins qui vont émerger par rapport à ces difficultés. Est-ce que les financements sont suffisamment sensibles et à la hauteur pour que certaines associations puissent rebondir et repartir et proposer à nouveau leurs nouvelles activités?
Et puis, toujours cette histoire de voilà, comment le public peut accéder aux activités et comment on peut faciliter ses accès au quotidien et ses possibilités de pouvoir se retrouver, se réunir, communiquer, échanger et être à nouveau des créateurs du territoire. C'est tout. Très bien, je vous remercie, Madame Le Foll. Pardon, je vous laisse la parole, Monsieur Kervaron, et puis après, on terminera avec Monsieur Delon, si vous voulez bien, qu'on peut faire comme ça, pour conclure. Oui, merci. Je ne vais pas être très long. Beaucoup de choses ont été dites. Enfin, on peut tous se satisfaire et reconnaître le rôle essentiel du secteur associatif dans la crise que l'on vit depuis un an. Les associations ont fait dans de la dentelle. Elles ont été là où très certainement la puissance publique ne pouvait pas aller. Les gens se sont mobilisés et on a bien vu là, toutes les vertus de l'importance, l'intérêt du secteur associatif. Bon, au-delà de ça, nous, notre point de vue, c'est de dire que on ne fait vraiment, très franchement et en toute sincérité, on ne fait rien en France sans le secteur associatif, sans le fait bénévole, sans l'engagement citoyen, sans la bonne volonté des personnes qui se regroupent volontairement autour d'un projet commun, quel qu'il soit, à partir du moment où effectivement il s'inscrit dans les règles de la République. Donc, notre souhait, notre volonté, c'est bien de rebooster, d'encourager le développement de nouvelles pratiques démocratiques et donc de développer le secteur associatif et de l'accompagner comme il se doit. Alors, il y a l'accompagnement de ce que le secteur associatif produit au bénéfice de la population costarmoricaine, c'est important, mais il y a aussi encourager et appuyer toutes les initiatives qui font association, on va dire. Il est important de valoriser, d'encourager, de soutenir le fait associatif en lui-même. On va reprendre ce que disait un petit peu Cinderella Bernard tout à l'heure sur les activités culturelles. La disparition d'Itinéraire bis a été vécue comme dans la douleur par les artistes, mais pas que par les artistes, par aussi les élus locaux dans les communes isolées de notre département qui n'ont pas pu bénéficier de spectacles ou de plasticiens pendant quelques temps, etc. Bon, voilà, on voit bien que le fait de se retrouver sur un projet commun pour faire vivre notre territoire, c'est essentiel dans un département, surtout comme le nôtre, où il n'y a pas de métropole qui, à la limite, vient tirer une politique culturelle ou sportive, je n'en sais rien, mais enfin, on a un maillage, nous, essentiel du secteur associatif qu'il faut que l'on reconnaisse comme tel et que l'on soutienne au mieux. Très bien, je vous remercie, M. Kervaron. Et pour terminer, M. Delon, en attendant peut-être juste 2 minutes, Dominique Budet, n'hésitez pas à écrire votre question comme on ne peut pas vous entendre. Si vous avez une question à poser, c'est le moment. M. Delon, je vous laisse la parole. Oui, merci. Oui, beaucoup de choses ont été dites sur lesquelles on ne peut être que d'accord. Je ne reviendrai pas sur les points qui ont été abordés et qui sont communs aux uns et aux autres. Sur les contrats, effectivement, pluriannuels objectifs et leur généralisation. Et puis, moi, je reviens quand même sur le mot objectif qui a toute son importance et qui doit être aussi validé par l'association et le Nord-Nord, c'est-à-dire le département, si c'est le département. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faudra qu'on travaille, qu'on réussisse, alors ça c'est fait, mais peut-être qu'il faudra accentuer ces relations État, département, intercommunalité, collectivité. De façon à ce que, effectivement, dans les contrats, par exemple, d'objectifs, pluriannuels d'objectifs, on ait les tenants et les aboutissants des uns et des autres. Et que la politique du département, par exemple, soit quand même en concordance avec la politique de la commune ou de la ville, ou de l'intercommunalité. Puisque tout est lié. Parce que c'est vrai que je reviendrai quand même sur une chose essentielle et qui me paraît essentielle, c'est effectivement demain quel sera le monde associatif. Il ne sera pas demain ce qu'il était hier. Et on le voit bien dans notre pratique, puisque, si j'ai bien compris, il y a autour de cette table un certain nombre de personnes du monde associatif dont je suis, et je vois bien que les difficultés
à recruter des bénévoles, certains bénévoles qui, effectivement, aujourd'hui, avec cette pandémie, ont plus ou moins disparu. On a du mal maintenant à retrouver dans nos associations, aussi bien dans les conseils d'administration que dans les bureaux, et encore dans les adhérents, lorsque les associations ont des adhérents, lorsqu'il faut reprendre des activités sportives ou culturelles. C'est compliqué pour certains, après ce moment d'inertie. Et donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir aussi que le département, sur le département s'attelle rapidement, de façon à redonner un sens, effectivement, à nos concitoyens, le sens de l'implication dans le monde associatif, le sens aussi de la pratique. Et ça a été effectivement souligné concernant plus particulièrement la jeunesse au niveau du sport, mais pas que, la culture, il en est de même. Et puis, en dehors de cela, ça a été évoqué, il faut permettre l'accès à tous. Et l'accès pour tous. Accès à tous, c'est-à-dire que la personne la plus démunie, il faut qu'elle puisse aussi adhérer si elle le souhaite. Et accès pour tous, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte en même temps de la mobilité. Quand je dis mobilité, effectivement, un club, quelqu'un qui veut faire, je ne sais pas, comme par exemple du tir à l'arc, il n'y a pas du tir à l'arc dans toutes les communes. Mais de son point de domicile au lieu d'exercice, il faut qu'il y ait de la mobilité. S'il n'a pas la capacité d'avoir une voiture, il a les moyens d'avoir un véhicule. Il faut que donc le transport, tout soit lié. Il faut donc que les mobilités soient aussi mises en route. Il faut aussi, on l'a bien vu ce soir d'ailleurs, concernant les difficultés de l'accès au numérique et que les zones blanches, effectivement, soient supprimées le plus rapidement possible, puisqu'il faut effectivement aussi que tout le monde ait accès au numérique, parce que la culture et autres, le sport, ça passe aussi maintenant par le numérique. Et puis, il ne faut pas oublier, et on n'oubliera pas surtout, c'est que le monde associatif, qui est très riche de sa diversité d'une part, mais aussi, c'est le monde de l'économie sociale et solidaire. Donc ne l'oublions pas, renforçons effectivement les liens qui doivent unir les hommes entre eux, les associations entre elles, facilitons, on l'a dit, les démarches administratives, par des choses à créer, peut-être en faisant aussi de la communication sur ce qui existe. Voilà, merci. Très bien, je vous remercie, Monsieur Delot. Alors, Madame Budet a écrit dans le chat des choses sur effectivement la co-construction, le dialogue, des espaces de dialogue, établir des espaces de dialogue entre les associations et la collectivité territoriale, entre le département et les associations. J'ai l'impression que c'est des espaces de dialogue entre une association et le département, et aussi entre plusieurs associations et le département, ce qui existe dans certaines collectivités, comme le Conseil régional de Bretagne, où nous, on participe dans un espace de dialogue qui s'appelle la conférence permanente régionale de la vie associative, où on se rencontre régulièrement avec techniciens et élus. Et puis, Madame Budet est intervenue sur, mais vous l'avez aussi noté, quelques-uns d'entre vous, sur la place des jeunes, inciter les jeunes à s'engager dans le monde associatif, leur donner les moyens de s'engager, appuyer les projets, et avec ce souci de la mobilité, comme vous l'avez souligné, Monsieur Delot. Voilà, donc c'était plus des interventions. J'espère que j'ai été fidèle, mais j'ai l'impression que le micro de Madame Budet, ah non, ça ne marche toujours pas, en tout cas, je pensais qu'elle était allumée. Mais voilà, j'ai essayé un peu de retranscrire sa pensée suite à son micro. Oui. Allô? Oui. Ah, Madame Budet, on vous entend. Bah, allez-y si vous voulez. Vous m'entendez? Oui. Ah, Madame Budet, on vous entend. Bah, allez-y si vous voulez. Oui, non, j'ai repris sur mon ordinateur. Oui, Madame Budet, on vous entend. Bah, allez-y si vous voulez. Oui, non, j'ai repris sur l'ordinateur. Oui, non, j'ai repris sur l'ordinateur. C'est décalé. Oui, j'ai dû arrêter le micro parce que c'était quand même assez difficile. Alors, je suis désolé, Madame Budet, j'ai dû arrêter votre micro parce que c'était quand même assez intenable pour entendre. Est-ce qu'il y a, pour terminer vraiment la fin de la fin, on va conclure, on a déjà conclu, mais on va arrêter ce débat. Est-ce que chez les collègues, du bureau, est-ce qu'il y a des toutes dernières interventions sur les candidats qui sont présents ici auprès de candidats? Madame Budet? Oui. Je vous entends bien mieux là. Bon, ce que je voulais indiquer, c'est que bien souvent, les associations sont un peu perdues pour la préparation d'un projet et se soumettent pour avoir une subvention.
mais est-ce que, puisque nous avons des élus, est-ce qu'il y a après une rencontre avec l'association pour voir un petit peu l'affectation qui en a été faite, quelles étaient les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, et à ce moment-là, de présenter les projets qui sont conduits par la collectivité, est-ce qu'ils peuvent être conciliés avec ceux de l'association? Je pense qu'il n'y a pas cette deuxième partie où, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Est-ce qu'elle existe? Merci. Alors, qui veut répondre à cette question très pratique, hein, quand une subvention est délivrée, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a un temps d'évaluation avec la collectivité? Est-ce que c'est possible ou pas? Qui veut répondre à Monsieur Delon? Je vous laisse lui répondre. Alors, effectivement, moi, je vais parler du médico-social, excusez-moi. Bien évidemment pour nous, parce que nous obtenons des sommes importantes, puisque on représente 300 salariés des établissements et services en gestion. Donc, effectivement, là, on a un contrat avec l'agenda d'objectifs et de moyens, et nous avons une subvention, enfin une dotation, on va appeler une dotation, et donc il y a bien évidemment des rencontres avec le conseil départemental, les services, bien évidemment, d'une part, et bien évidemment les élus, pour savoir le bien fondé de l'utilisation des dotations. Je vous parlais d'un temps que peut-être les plus jeunes n'ont pas connu, mais je vais revenir quand même sur une époque où j'étais président d'un comité départemental, c'était le comité départemental handisport, où j'avais à l'époque créé 2 postes d'emploi. Alors, ça date, c'était des emplois jeunes. Et donc, le vice-président de l'époque, que je salue d'ailleurs, qui s'appelait M. Jean Derian, nous avions un rendez-vous annuel, donc pour faire le point sur l'avancée d'une part de la progression de la personne, d'autre part, et puis sa formation également. Et effectivement, c'était un des moments importants pour le département, important pour le comité que je présidais, important pour la salariée, il y en avait 2, pour les 2 salariés de l'époque. Et juste à signaler d'ailleurs que ces salariés, à l'issue des 5 ans, que ça avait été assez compliqué la sortie, mais pas pour nous, puisqu'elles avaient eu les formations voulues et elles ont été embauchées ensuite en CDI. Donc voilà, après, si ça n'est pas le cas à chaque fois, moi j'avais trouvé que ça avait été un moment assez impressionnant et important dans ma vie de président, et si je suis élu, dans la partie qui me sera dévolue, eh bien, effectivement, je renouvellerai cette opération de rencontrer régulièrement les associations de façon à faire le point sur, effectivement, leurs objectifs. Alors, j'ai été élu également adjoint à la ville de Saint-Brieuc, et déjà sur la ville de Saint-Brieuc, c'est quelque chose que je pratiquais. Très bien, je remercie M. Delon. Je vais laisser la parole à Madame Le Foll. Voulez-vous intervenir aussi? Je vois votre main se lever, allez-y. Oui, une petite conclusion par rapport à ce débat. Je pense que au niveau du département, comme nous pouvons les avoir au niveau des agglomérations ou des communes, on va être dans une relance économique très forte sur notre territoire du département et même sur le territoire national. Comment donc permettre aux associations d'être actrices dans cette relance économique? Mais il y a une autre relance qui me paraît important de voir, c'est de laisser libre cours à l'imaginaire et puis des perspectives dans le bien vivre et surtout aussi un avenir et un court et un moyen terme qui puissent recréer du lien entre nous tous sur nos différents territoires et faire confiance à la population, aux citoyens qui a toujours su redynamiser et repartir sur un bon pied. Donc, le département doit être là pour l'accompagnement de cette dynamique. Merci, Madame Le Foll. Je vais laisser la parole. Merci. Je vais laisser la parole à Camille Barder qui voulait intervenir sur l'évaluation, mais aussi ça sera l'occasion peut-être de conclure ce débat puisqu'on arrive à son échéance. Merci bien.
Oui, alors sur l'évaluation, effectivement, il y a toujours nécessité de justifier des subventions, de l'utilisation des subventions. Alors ça se fait dans des méthodes plus ou moins formelles, mais le minimum, c'est d'envoyer un compte-rendu d'activité et un compte financier aux financeurs, hein. C'est vraiment le minimum. Là, après, il y a d'autres solutions, hein. Il y a aussi l'invitation des élus aux assemblées générales qui permettent d'expliquer ce qui s'est passé, hein. Ce sont aussi des temps intéressants. Et puis sinon, il y a l'échange formel pour voir comment on rebondit sur comment un financement accordé une première fois et comment ça peut se poursuivre, quel bilan on tire de tout cela. Ça permet aussi de dire que cette notion de co-construction qu'on a évoquée à plusieurs moments, pour les associations, c'est important car elles ont souvent le sentiment qu'il faut aller au-delà de l'attribution de subventions. Bien souvent, voilà, le partenariat, comme on dit de manière un peu emphatique, ou la co-construction, elle est limitée au fait, voilà, on présente le projet et puis il est jugé par une commission et puis on accorde une subvention et puis on se revoit une fois que l'opération est faite et point final. Donc là, effectivement, quand les associations parlent partenariat, parlent co-construction, elles veulent aller quand même un peu plus loin que cela. Alors maintenant, en ce qui concerne la conclusion de notre échange, là, bien, moi je remercie tous ceux qui y ont participé, hein, qui ont joué le jeu avec sincérité, avec des propositions tout à fait intéressantes. Les échanges ont été assez larges, assez riches, donc je ne vais pas me lancer dans une synthèse. Je constate quand même qu'il y a eu un certain nombre de convergences, hein, sur plusieurs points, et même quand il y a des points de divergence, on sent qu'il n'y aurait pas besoin de discuter beaucoup pour que ce soit pour trouver quand même des points d'accord. Alors, notre ambition avec ces rencontres-là, hein, je vous rappelle qu'on les organise dans les 4 départements et qu'on en a aussi une sur les politiques régionales, hein, qui va se passer dans quelques jours. Eh bien, notre ambition, c'est de communiquer sur les préoccupations associatives en direction des adhérents. Mais c'est aussi d'entendre ce que les élus ou les élus potentiels ou les candidats ont à nous dire et sur l'approche qu'ils peuvent avoir. Et à ce titre-là, je suis aussi bien intéressé par ce qui s'est dit, parce qu'on a pu aussi vous entendre, mesdames et messieurs les candidats, sur le respect de l'autonomie des associations, mais aussi sur l'indépendance réciproque, hein. Je trouve que c'est aussi intéressant, hein. Il ne s'agit pas seulement de l'autonomie, le respect de l'autonomie et de l'indépendance, il n'est pas à sens unique, hein. Il doit aussi être réciproque. J'ai aussi entendu la difficulté qu'il y a à faire des tours de table qui impliqueraient les différents échelons du territoire. J'imagine que c'est compliqué, on le vit au niveau régional, mais avec seulement 2 acteurs finalement, hein, l'État et le conseil régional. Là, c'est plus vite, plus simple. Mais si on pose cela au niveau départemental, il est sûr que ça va introduire d'autres acteurs et que ça va peut-être pas simplifier les choses. Mais je pense qu'il faut pas renoncer et il faut quand même essayer de mener les choses. Alors ça sera peut-être sur des champs tout à fait précis, tout à fait ponctuels, mais je pense qu'il faut quand même le faire. J'ai bien aimé aussi le rappel qui a été fait par plusieurs d'entre vous sur le fait que l'association, ça fait partie, la liberté d'association fait partie de nos libertés fondamentales. Et avant de créer des associations loi 1901 pour défendre des idées ou pour défendre des projets, eh bien, c'est un des éléments, c'est un des acquis de la Troisième République, hein, d'avoir fait voter comme ça une série de dispositifs de liberté. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut jamais perdre de vue. À ce sujet, je dois dire qu'on est un peu inquiet.
Hein, le monde associatif est un peu inquiet sur le contenu de la loi sur les principes de la République. Hein. Alors je ne voudrais pas relancer le débat là-dessus, mais je vous indique simplement notre inquiétude et ma foi, si vous souhaitez voir les raisons pour lesquelles on a cette inquiétude, ben, je vous invite à aller sur le site du mouvement associatif, national ou régional, pour voir comment on se positionne par rapport à cela. Donc, respect de la diversité des formes associatives aussi, cela me paraît important. Il y a des petites associations, il y a des grosses associations, il y en a qui sont d'envergure et d'intérêt local, d'autres qui sont d'envergure et d'intérêt départemental, il y a les structures fédératives, voilà, il y a des associations qui sont dans la production de services, d'autres qui sont dans la production d'idées, parfois dans la contestation des idées, mais tout cela fait partie aussi de l'apprentissage de la citoyenneté, de l'apprentissage du collectif, de la solidarité, et c'est ça qui fait la richesse de la vie associative, ce qui nous amène à dire qu'il faut soutenir les associations pour ce qu'elles sont et pas seulement pour ce qu'elles font. C'est un constat qu'avait fait le comité économique et social environnemental régional dans un rapport sur la vie associative qu'il a produit il y a quelques mois. Donc, soutenir l'association pour ce qu'elle est, parce qu'elle est un lieu d'éducation, un lieu de sociabilité, un lieu de citoyenneté. Alors, je ne vais pas développer tous ces points-là, parce qu'on y sera encore à 9h ce soir, mais voilà, il y a tous ces éléments-là qui font que les associations, me semble-t-il, en tout cas, beaucoup d'entre elles méritent d'être soutenues, pas forcément financièrement d'ailleurs, il peut y avoir d'autres modes de soutien à l'initiative associative. Et cela m'amène à valider une notion qui est qui a mauvaise presse en ce moment, qui est la subvention de fonctionnement. Hein, c'est donc soutenir les associations simplement parce qu'elles fonctionnent, parce qu'elles ont des conseils d'administration qui se réunissent, parce qu'elles font travailler des commissions, des groupes de travail, parce qu'elles permettent aux citoyens de se réunir pour monter des projets, pour discuter entre eux, pour confronter leurs propres idées, leurs propres projets, leurs propres intentions, et pour construire ensemble, sans avoir la préoccupation, c'est ça aussi qui fait la spécificité associative, hein, bien sûr, sans avoir la préoccupation de dégager des bénéfices. On a la particularité dans le monde associatif de créer des emplois qui ne sont pas délocalisables et qui ne sont pas soumis aux diktats des employeurs. C'est aussi un point qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, plusieurs d'entre vous ont également, et je vais conclure là-dessus, plusieurs d'entre vous ont parlé de l'urgence dans laquelle nous mettait la crise sanitaire. Hein. Bien évidemment, la sortie de cette crise va être un moment délicat à passer. Hein. C'est un moment délicat à passer pour les entreprises, pour les commerces, mais aussi pour les associations, parce qu'il y a celles qui font dans la solidarité, dans l'humanitaire, qui vont sortir complètement exténuées, parce qu'elles ont bossé comme des dingues pendant toute cette période-là. Et puis, il y a celles qui font dans l'éducation populaire, dans le sport, qui vont devoir reconstruire plein de choses parce que elles ont cessé de rencontrer leurs adhérents. Et à ce sujet, il y a une fonction importante, la fonction de sociabilité hein, de la vie associative qui nous a un peu, en quelque sorte, éclaté à la figure. Hein. Le fait de ne pas pouvoir se retrouver, on a bien vu que pour beaucoup d'adhérents, c'était un gros problème parce qu'ils perdaient une partie de leur vie sociale. Donc, sortir de cette crise va sûrement nous obliger à faire preuve d'innovation. Hein, bon, dans le monde associatif, on a quelques idées, hein, mais ça sera sans doute des choses importantes qui vont sans doute supposer un peu de moyens financiers, mais aussi d'autres moyens, des moyens humains, et surtout un fort soutien moral qui pourrait passer par des campagnes de presse, des campagnes d'affichage ou des campagnes de sensibilisation pour que les adhérents, les enfants, les jeunes reviennent vers les clubs sportifs, vers les clubs d'activités éducatives, vers les centres de vacances, etc. Et puis
une campagne aussi pour inciter les bénévoles qui ont pris un peu de distance pour ne pas se contaminer les uns les autres, eh bien, pour les inciter aussi à revenir dès qu'ils sont vaccinés pour pouvoir réactiver tout ce dispositif qui fait partie sans doute d'une spécificité française, peut-être bien d'une spécificité bretonne aussi. On a la réputation d'avoir une vie associative forte, c'est peut-être une réputation un peu usurpée, mais enfin, cultivons-la quand même, parce que ça nous permet d'attirer l'attention et puis aussi de faire des choses de grande qualité, de grand intérêt, qui suscitent beaucoup d'intérêt justement de la part des responsables politiques ou des futurs responsables politiques. Voilà, je pense avoir tout dit. Alors, si peut-être une dernière chose, alors c'est un appendice. On a parlé d'assises de la vie associative. Alors, je voulais vous rappeler que le mouvement associatif en organise périodiquement. Les dernières ont lieu au mois de novembre. Et si vous voulez les voir, eh bien, elles sont en ligne on peut y accéder sur le site du mouvement associatif. Donc, si vous voulez voir les échanges, vous pouvez le faire, ça fonctionne en replay, en streaming, enfin tout ce que vous voulez. Là, on est complètement dans les moyens modernes de communication, donc allez-y et vous verrez la qualité, l'intérêt, l'enthousiasme qui se sont manifestés à ce moment-là. Enthousiasme, oui, parce qu'on espérait être sorti du Covid. Bon. Malheureusement, ce n'était pas tout à fait le cas et on a replongé jusqu'au printemps. Voilà. Bien, merci encore. Merci aussi à l'équipe du mouvement associatif qui a animé et qui soutient, qui organise ces opérations. Voilà. Et avec l'espoir de pouvoir vous retrouver, soit à titre personnel, soit en tant qu'élu dans un proche avenir.